Qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué dans un cercle vicieux, qu'on tourne en rond, qu'on répète les mêmes schémas encore et encore et encore, et qu'on a juste l'impression d'être une sorte de hamster dans sa roue là qui passe par... Vous voyez un peu les hamsters, vous avez eu ça aussi quand vous étiez petit? Les hamsters, dès qu'on les sort de leur cage, ils commencent à faire un petit parcours dans une pièce, et hop, ils passent toujours par exactement le même chemin. C'est un truc de fou. On peut leur mettre des obstacles et tout, ils vont passer exactement par le même chemin. C'est vraiment comme s'ils devenaient un peu, je sais pas, des Formule 1 sur un circuit, quoi. Ils font exactement le même tour en passant exactement par les mêmes endroits. Et je sais pas trop pourquoi ils font ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que certains humains, parfois, on a l'impression, nous aussi, d'être bloqués dans notre petit circuit de hamster. Et en fait, on passe par les mêmes étapes, à rencontrer plus ou moins les mêmes personnes, à faire plus ou moins les mêmes conneries et à répéter les mêmes schémas, surtout amoureux, mais pas que. Ça peut être aussi amical, etc. Et on se retrouve toujours dans les mêmes situations où c'est encore et encore la même chose qui se reproduit. Et on a l'impression d'être bloqué dans un cercle vicieux qui nous échappe complètement et qu'on n'arrive pas à transcender, on n'arrive pas à s'en sortir. Bon, bah ça c'est quelque chose que je vois souvent en consultation et c'est bien normal, c'est très humain de faire comme ça. Souvent, ce que je remarque, c'est que quand on en arrive là, c'est que... alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que la leçon qu'on devait apprendre n'est toujours pas apprise. On refuse de l'apprendre ou bien on n'a pas pris assez cher pour l'apprendre. On a toujours dit que la vie était belle, personne n'a dit qu'elle serait facile. En fait, les leçons s'apprennent par des bûches. On se prend des bûches tout le temps et en permanence, la vie est faite de ça. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, on se prend des bûches encore et encore jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre. C'est un peu comme si on continue à mettre notre main sur la plaque électrique encore et encore et à se dire tiens, c'est marrant, ça brûle, c'est chaud, hop là. Et à chaque fois on se disait peut-être que cette fois-ci ça va pas brûler pareil, attends, je vais réessayer. Ah bah si, ça brûle pareil. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, il va falloir apprendre la leçon que on ne met pas sa main sur une plaque brûlante. Et tant qu'on n'aura pas appris la leçon, on va continuer à essayer encore et encore et encore parce que ce ne sera pas rentré. Souvent, ce qui se passe, c'est que la douleur n'a pas été assez grande pour que ça nous dissuade de recommencer. Et je sais que je dis ça, parfois on a vraiment morflé pour autant. Bah pas assez. La vie est belle, mais elle n'est pas facile. Parfois on n'a juste pas assez morflé. On s'est pas brûlé assez fort pour que ça reste dans notre cerveau comme surtout ne jamais recommencer. Souvent quand même, c'est qu'il y a un bénéfice secondaire à jouer à ce rôle-là, à recommencer encore et encore le même schéma. Il y a un bénéfice secondaire, c'est-à-dire qu'on en tire quelque chose. C'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, il y a quand même un aspect positif à la situation. Ça peut être par exemple retourner en permanence vers des partenaires qui sont pas disponibles, parce qu'ils sont déjà en couple, parce qu'ils veulent pas s'engager, peu importe la raison. On y retourne encore et encore en espérant changer la fin du film, en disant oui, mais il va comprendre ou elle va comprendre que moi je suis la bonne personne et donc on va pouvoir le faire changer, la faire changer et qu'ils deviennent amoureux et investis et blablabla. Bon, mettons. Dans ces cas-là, la leçon qu'on ne veut pas apprendre, qu'on refuse d'apprendre, c'est que il y a des gens qui ne changeront pas, même à notre contact, et que nous, par contre, on est en train de s'épuiser à essayer de les faire devenir des gens qu'ils ne sont pas. Et nous, à force de croire que ces gens-là vont changer pour nous, on est en train de nier la réalité, on est dans un déni. On refuse de les écouter, on refuse de voir la situation pour ce qu'elle est, et on reste dans une sorte de fantasme un petit peu là, enfantin, de oui, non mais moi je vis dans mon conte de fées, et puis ça va se passer parce que j'y crois. On se prive, en restant dans des situations comme ça, on se prive de la possibilité de rencontrer des personnes qui, elles, seraient vraiment disposées émotionnellement à construire quelque chose. Par contre, en étant toujours dans des relations vouées à l'échec, on est aussi à peu près tranquille sur quelque chose. C'est que jamais on ne vivra une vraie histoire d'amour. Donc si on a intrinsèquement très très peur de souffrir à nouveau, parce qu'on vit une vraie histoire qui peut vraiment nous briser le cœur et vraiment nous faire mal, parce que derrière on va construire quelque chose qui pourrait être, je sais pas, une vie de famille, des enfants, etc. et pourrait vraiment se péter la gueule fort, en étant avec des gens qui sont pas impliqués émotionnellement, on se présage de ça. Donc le bénéfice secondaire, c'est de la sécurité. C'est de la sécurité, c'est le fait de ne pas réaffronter la douleur que c'est que de vivre une rupture avec, que de voir un projet s'effondrer, que de voir une famille se disloquer, etc., etc. Ça veut dire qu'au fond, il y a quand même une émotion qui n'est pas bien digérée. Et souvent, c'est ce que je remarque. Quand on est dans des schémas, des patterns, des cercles vicieux, au fond du fond, il y a une émotion qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas affronter, qui n'est pas digérée, qui est une sorte de deuil pas fait, en fait, un petit peu. On reste bloqué là-dessus. C'est exactement comme si on était sur un rond-point et qu'on refusait
de prendre une sortie, on se tape exactement les mêmes tours de manège encore et encore et encore, et on remet des pièces dans la machine et on est reparti pour un tour de manège en permanence, alors qu'on pourrait simplement arrêter. Il suffit juste de ne pas faire quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est ne pas s'engager dans une relation. Mais ça peut être ne plus tolérer, ne plus aller voir des gens qui nous critiquent, ne plus aller manger avec ce collègue qui passe son temps à nous dénigrer sous couvert d'humour. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses qui consistent à ne plus faire quelque chose. C'est pas forcément agir, c'est ne pas agir parfois. Quoi qu'il en soit, dans tous ces cas de figure-là, il y a un bénéfice secondaire qui est toujours à prendre en compte. Une fois qu'on l'a mis en évidence, il faut aller se poser la question de quelle est l'émotion derrière, quelle est l'émotion qui nous entraîne dans ce schéma répétitif, quel est le truc qu'on n'a pas digéré, qu'on n'a pas encore voulu affronter, et quelle est la leçon qu'on refuse d'apprendre. Quelle est la leçon qu'on refuse d'apprendre, parce qu'en fait, tant qu'on l'a pas apprise, tant qu'on l'a pas mis en lumière, tant qu'on n'a pas compris c'était quoi la vraie leçon de la vie, là, on va se prendre des bûches encore et encore et encore, et on va se brûler de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'un jour, ça fasse tellement mal qu'on comprenne que « Ah, ok, je le referai plus, ça ». Mais il faut... Enfin, l'une des options, c'est de se rebûcher, d'y retourner et de se refoutre le nez dedans jusqu'à ce que ça fasse mal. C'est pas évidemment ce que je recommande, mais pour les personnes très extrêmes qui ont envie d'apprendre par l'expérimentation, moi c'est personnellement mon cas, c'est pas ce que je recommande encore une fois, mais moi j'apprends comme ça, j'apprends en expérimentant. Je sais que tant que j'ai pas vécu le schéma à fond, tant que je me suis pas bûché à fond, je vais y retourner. Donc autant que j'y aille, à fond de cale. J'y vais pleine balle. Sans retenue, sans doute, j'y vais et je me pose pas deux fois la question. Je vais me faire mal, je vais comprendre, et quand j'aurai compris, je pourrai passer à autre chose. Ça, c'est une des premières options. Encore une fois, kamikaze, je recommande pas à tout le monde. L'autre option, ça va être d'aller lutter contre soi-même. Et là, c'est compliqué parce qu'on arrive vraiment sur une lutte interne. On a envie de suivre ce schéma répétitif qui est tellement naturel pour nous et tellement instinctif. On a envie d'y aller. Et là, il va falloir se retenir. Il va falloir lutter contre soi-même. Il va falloir s'empêcher de faire ce qu'on a envie de faire et faire des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire. Donc là, c'est vraiment une lutte interne. Et ça coûte. Ça demande de renoncer. Ce qu'on déteste faire en tant qu'humain. Ça demande de renoncer. C'est à peu près aussi difficile que, pour ceux qui savent ce que ça fait d'arrêter de fumer, que de ne pas fumer. Que d'arrêter de fumer une cigarette alors qu'on en a envie. Ce truc-là, ce moment-là où tu luttes contre toi-même, et c'est horrible, hein, une lutte interne, c'est le cerveau qui prend tout de suite le pas, donc il va commencer à me dire non mais vas-y, c'est pas si grave si, et puis qu'est-ce qu'on en sait si nanana, enfin toutes ces histoires qu'on peut se raconter pour se convaincre qu'en fait si on pourrait y aller quand même, etc. Bah, c'est à ce moment-là où il faut lutter et pas y aller. C'est très difficile, cette lutte interne, moi je suis pas pour non plus, parce que je trouve que c'est extrêmement douloureux et puis c'est fatigant. C'est très fatigant de lutter contre soi-même, que ce soit pour un cercle vicieux en termes d'addiction, ou bien en termes d'habitude, ou bien en termes de relations. Hein. C'est très très difficile. Surtout si on est face à des gens qui sont un peu têtus, un peu obstinés, déterminés, je dirais, de façon jolie. C'est encore plus difficile de lutter contre soi-même quand on est très déterminé. C'est encore plus dur. Il faut déployer encore plus d'énergie. Et ça va revenir de façon lancinante, donc je recommande pas ça. Heureusement, il y a une troisième option qui est plutôt celle que je recommande, je tends à atteindre personnellement avec mes clientes, etc. C'est la notion en fait d'aller chercher plus profond, quelque chose qui est de l'ordre de la conciliation entre les deux parts de nous-mêmes qui sont pas en accord. Autant dans la deuxième option, il y avait une lutte, bah là, on va faire plutôt du dialogue. Issa Padovani parle des multiples aspects intérieurs. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait plusieurs personnes en nous. Une qui veut pas. Une qui sait, c'est la raison que c'est pas bon pour nous, et une qui en a rien à faire que c'est pas bon pour nous, qui veut y aller quand même. Un peu comme si on avait, et ça c'est de l'analyse transactionnelle qui le dit, une sorte de parent qui dit non, c'est pas bien. Un enfant qui dit non, mais si, je veux absolument y aller, je veux absolument ça, je veux absolument ci, je veux absolument manger ce truc-là, voir cette personne-là, fumer cette chose-là, bref, voilà. Un parent qui est en train de dire non mais certainement pas, c'est vraiment pas une bonne idée, c'est pas ça qu'il faut. Et ben là, ce qu'il va falloir faire, c'est réactiver l'adulte en nous. C'est la troisième version, le troisième état du moi en analyse transactionnelle, c'est l'adulte qui va permettre de faire communiquer ces aspects-là, renouer du dialogue et comprendre quels sont les besoins derrière tout ça. C'est-à-dire que derrière la part de nous qui dit c'est pas bien, il faut pas y aller, il y a un besoin. Il y a un besoin fondamental, souvent de nous protéger, souvent qui, comme on sait que c'est pas bon pour nous, bah c'est un besoin d'assurer l'intégrité émotionnelle, physique, etc. Mais du côté de la part de nous, la petite partie un peu impulsive qui a envie d'y aller, il y a aussi quelque chose. Il y a aussi un vrai besoin derrière. Ça peut être de spontanéité, de se sentir en joie, de se sentir en vie, peu importe quoi, mais il y a souvent un besoin derrière. Bah aller creuser sur c'est quoi
ce qu'elles veulent, ces deux parts-là, pouvoir discuter sur un pied d'égalité sans dire l'une est mieux que l'autre, juste en disant il y a deux besoins là qui ont besoin d'être satisfaits. Est-ce qu'on peut trouver un terrain commun sur lequel les deux seront OK, les deux se sentiront comblés, mais avec des stratégies différentes, c'est-à-dire sans aller dans ce cercle vicieux. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y en ait une qui cède et l'autre qui râle, ou bien l'une qui tient et l'autre qui se sent frustrée, là, on va essayer de trouver une sorte de conciliation où toutes les parts se sentent entendues pour pouvoir trouver une autre alternative au cercle vicieux. C'est-à-dire qu'au lieu de rester bloqué sur le rond-point, on trouve une sortie alternative qu'on n'avait pas vue avant et on la teste. Et en général, comme on est allé creuser au fond des besoins, quand on a creusé sur qu'est-ce qui se jouait vraiment, quelle était la raison profonde, qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire. On a laissé échapper l'émotionnel aussi, bien sûr. On a laissé passer, on a traversé ce truc qui nous bloquait émotionnellement, mais au-delà de ça, on a trouvé le besoin et on a trouvé un terrain d'entente, une conciliation. Dans ce cas-là, on peut enfin sortir du cercle vicieux en douceur. Sans être ni dans la lutte, ni dans j'y retourne et je me pète les dents. On est sur quelque chose de plus posé, calme, serein, de je construis une voie alternative. Et puis petit à petit, le cerveau étant fait comme ça, on va prendre des chemins de traverse. Au début, ça fait bizarre, on n'est pas habitué, mais à force de faire ces choix-là, les autoroutes neuronales qu'on avait créées vont se rediriger et puis ça va devenir de plus en plus naturel. On crée de nouvelles habitudes, en d'autres termes. Et ça nous permet de retrouver de la paix et de la sérénité, de plus être en conflit interne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire. En attendant, évidemment... c'est pas évident de le faire seul, c'est toujours très difficile parce qu'on est en lutte soi contre soi. C'est bien d'avoir un regard extérieur qui vienne faire le médiateur un peu pour essayer de comprendre tout ce qui se joue là. Mais l'idée, c'est ça. Pour moi, c'est la façon la plus efficace. Enfin, c'est pas que la mienne d'ailleurs. Encore une fois, Issa Padovani en a beaucoup parlé, mais pas que d'ailleurs, mais notamment de qui je m'inspire. En tout cas, c'est plutôt cette version-là des multiples aspects intérieurs où chaque part a sa voix au chapitre et il s'agit pas de dire que l'une est mieux que l'autre. Donc, en laissant tout le monde parler, en fait, c'est un peu comme si à la tête de notre cerveau, de notre vie, on avait une sorte de conseil d'administration avec plein de petites facettes de notre personnalité, plein de petits personnages. Il y a la version super enthousiaste, il y a la version super flippée, un peu comme dans vice-versa, en fait, où on a plusieurs émotions, plusieurs petits... dans le dessin animé, là. On a plusieurs petites personnes aux commandes. C'est un peu ça. Laisser à chacun parler, laisser à chacun la place d'exprimer ce qu'il veut, comprendre quels sont les besoins dessous, et puis... derrière, trouver quelque chose qui va à tout le monde. Ça, une fois qu'on réussit à faire ça, en général, quand on a bien identifié donc, le bénéfice secondaire, l'émotion bloquée et les besoins derrière, en général, le cercle vicieux, il disparaît petit à petit. Ce qui aide pas mal, c'est de trouver quelqu'un qui a plus ou moins vécu ce par quoi on passe. En fait, ça rejoint un peu l'idée de prendre un guide de haute montagne pour arriver au sommet. C'est quelqu'un qui est déjà passé par là, pourra nous dire « Oui, c'est normal que tu doutes. T'inquiète pas, moi aussi, quand j'étais à cette étape-là, j'ai douté beaucoup. Mais continue, tu verras, c'est plus facile après. Ou bien, c'est comme ci, c'est comme ça derrière. » En fait, ça nous aide. Ça nous aide parce que cette personne-là, elle a du discernement, c'est-à-dire la sagesse que l'expérience confère. Et comme elle est déjà passée par ce par quoi on passe, elle sait exactement ce qu'on traverse et donc elle sait aussi exactement trouver les bons mots pour nous rassurer à ce moment-là. Et nous, on a tendance à plus facilement la croire parce qu'elle nous comprend de l'intérieur, vu qu'elle aussi, elle est passée par là. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de s'entourer à ce moment-là de personnes qui sont passées par des phases similaires. Pas forcément exactement les mêmes, mais en tout cas des phases similaires. Ça, oui, c'est vrai que c'est important. Ouais. Et ça permet du coup d'arrêter d'être un petit hamster et de redevenir un animal libre qui est plus bloqué par son propre mécanisme automatique en fait. On sort du pilote automatique qui fait n'importe quoi et on revient sur quelque chose de plus serein, posé, aligné et on ne subit plus ses propres choix en fait, tout simplement. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, je suis une fervente défenseuse de la liberté, donc notamment la liberté de faire ce qu'on veut comme on veut. Y compris la liberté intérieure de ne pas se subir soi-même ses propres schémas répétitifs.